Nous étions solidaires du peuple palestinien. Le refus de toutes les discriminations, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les droits humains individuels et collectifs, et parmi eux, le droit de choisir sa religion, le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de parler sa langue, le droit de tous les peuples à l'autodétermination. Car si dans bien des pays, ces droits ne sont pas établis, nous disons clairement que nous sommes solidaires de celles et ceux qui, dans tous les pays du monde, se battent pour ces libertés, liberté de pensée, liberté d'expression. Oui, aujourd'hui, dans notre pays, la laïcité clairement établie par la loi de 1905 est mise en cause ici. Et mise en cause, y compris par les plus hautes autorités de l'État. Déjà, la loi d'interdiction du foulard à l'école était contraire à la laïcité. Ce sont les agents de l'État et des collectivités publiques qui, pendant leur service, se doivent de respecter la neutralité politique et religieuse. Ce n'est pas aux citoyens et aux usagers du service public que s'impose cette neutralité. Depuis des années maintenant, des enfants vont tous les jours à l'école de la République et y subissent méfiance et mépris de ce qu'ils sont, contrôles et discours humiliants sur leur religion, leur famille, les causes justes qu'ils défendent. Souvenons-nous que c'est en 2014 qu'est publié le premier document de prévention de la radicalisation en milieu scolaire par l'Académie de Poitiers. Ce document, certains le connaissent, indiquait aux différents membres des établissements scolaires comment déceler les signaux de radicalisation. Et parmi les signaux de radicalisation, il y avait des choses aussi intelligentes que des élèves qui se laissaient pousser la barbe et se rasaient la moustache, ou bien des élèves qui posaient la question de la Palestine. Eh oui, poser la question de la Palestine pour les flics et les inspecteurs qui avaient rédigé le document, c'était un signe de radicalisation. Eh bien, si ce document a été retiré, il a été suivi par bien d'autres, jusqu'à celui tout récent sur le signalement de la radicalisation à l'université de Cergy. Cette vigilance initiée par l'État, on l'a beaucoup dit déjà, est un appel à la délation des voisins, des collègues, des enfants. Cette détection des signaux faibles de radicalisation, c'est la dénonciation de toute pratique de l'islam. Ces enfants écoutent à la télévision des discours humiliants pour leur famille, leur père, leur mère, leurs grands frères, leurs grandes sœurs. Leurs pères, leurs frères sont surveillés sur leur lieu de travail, dans la ville, soumis au contrôle au faciès. Leurs mères sortent parfois le matin la peur au ventre pour les accompagner à l'école, aller au travail ou chercher du travail, aller à la poste, la banque, l'hôpital, sans jamais savoir d'où va venir l'agression verbale ou parfois physique. Et c'est cela, l'apprentissage que subissent ces enfants de la République. C'est ainsi que l'on forme aujourd'hui des citoyens dans ce pays. C'est une honte. Et ce que les autres enfants apprennent sur les bancs de cette nouvelle école laïque, c'est que eux-mêmes, n'étant pas musulmans, seraient protégés. Ils sont eux à l'abri des suspicions et ils intègrent discrimination et ségrégation comme des choses normales. Il nous faut donc répéter cette évidence. Non, porter le foulard, être un musulman pieux, manger halal, ce n'est pas le premier pas vers le terrorisme. Nous sommes une association juive. Nous sommes une association juive, la seule association juive représentée ici. Et c'est lamentable que nous soyons la seule. Même si nous savons que d'autres juifs peuvent être présents, militants associatifs, syndicaux, dans les partis, mais anonymes. Et qu'ils sont aussi là parce qu'ils se souviennent aussi de leur histoire familiale. Nous, à l'UJFP, nous avons aussi de la mémoire et nous nous en servons. L'islamophobie
comme l'antisémitisme autrefois, est devenu le dénominateur commun de tout ce que le monde compte de partis et d'idéologies racistes et xénophobes. Ne pas le comprendre rend inopérant le combat antifasciste. Les deux racismes ont aussi en commun d'être des racismes d'État qui édictent des lois discriminatoires sur fond de stigmatisation au plus haut niveau. Cette mémoire renforce notre devoir d'être d'abord et avant tout, être toujours du côté de l'opprimé et de la victime du racisme. L'écouter lui d'abord et lui avant tous les autres, respecter sa parole et lutter avec lui à ses côtés. Les Juifs d'Europe des années 30, mes parents, ont connu cette atmosphère antisémite. La littérature de l'époque en porte abondamment des traces. Une société imprégnée par le racisme qui laisse advenir le pire. Nous avons la mémoire du génocide des Juifs d'Europe et des Tziganes par le nazisme. Nous savons qu'il n'a malheureusement pas été le seul. Le XXe siècle a débuté avec le génocide des Herero du sud-ouest africain, l'actuelle Namibie. Il s'est poursuivi avec celui des Arméniens. Le siècle finissant a connu le génocide des Tutsis du Rwanda. Et quand nous voyons aujourd'hui les bombardements systématiques dont sont victimes les Syriens par son propre pouvoir et par de puissants alliés, on sait que le pire n'est pas forcément derrière nous. Nous sommes inscrits dans la lutte contre le racisme sous toutes ses formes. L'islamophobie, ce racisme qui vient d'en haut, des plus hauts niveaux de l'État, et que les médias complaisants diffusent dans tout l'espace social, saturé de cette haine. La négrophobie, qui tue en silence, bavure après bavure, vous mettez les guillemets si vous voulez, bavure après bavure policière, sans jamais faire la une des journaux, ni mériter de discours politiques, ni voir sanctionner les crimes par la justice. Il y a aussi romophobie et les pogroms organisés contre les gitans et les tziganes sous les yeux complaisants de policiers qui n'interviennent pas. Le racisme qui vivent les Asiatiques, encore plus invisible et silencieux. L'antisémitisme qui tue encore de façon crapuleuse et sordide, mais qui, lui, l'antisémitisme, réunit sans philosophie aucune la protestation de toutes les familles politiques de ce pays, y compris celles qui participent au discours islamophobe. Ce racisme qui sert si bien les intérêts de l'État ultralibéral. Jouer la diversion pendant qu'il paupérise la population en détruisant tous les acquis de ces luttes sociales, travail, droit au chômage, santé, école, retraite, impôts, et joue la division au sein de la population pour son profit et son bénéfice. Se poser en rétablisseur d'ordre, comme au bon vieux temps des colonies. Alors, j'étais à la manifestation de Paris du 10 novembre, et je dois dire qu'elle m'a redonné espoir. L'UJFP y était présente et l'intervention de Michel Sibony, notre porte-parole, que j'ai largement pillé dans mon intervention aujourd'hui, a été applaudie. Mais ce qui donne le plus d'espoir, c'est d'avoir enfin vu une manifestation nombreuse et joyeuse, où jeunes et vieux, blancs et racisés, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, disaient ensemble « oui à la laïcité, oui à la loi de 1905, oui à la critique des religions, non à la haine des croyants ». On s'habille comme on veut. Le problème, c'est pas le voile, c'est la misère sociale. Et certains ajoutaient, le problème, c'est pas le voile, c'est le capital. Vivre ensemble dans l'égalité des droits, c'est accepter l'autre, c'est considérer que l'on peut s'enrichir mutuellement dans la rencontre des différences.
Dans la période de crise que le capitalisme connaît aujourd'hui, se développe cette idée réactionnaire de l'identité nationale, rétrécie, rétrograde. C'est celle du sionisme d'ailleurs, qui veut un État pour les Juifs, mais c'est celle aussi de Orban qui veut un État pour les Hongrois. C'est aussi ceux qui pensent que être français, c'est ne pas être musulman. Alors oui, aujourd'hui, il nous faut refuser l'idée absurde et terriblement dangereuse que le seul choix possible, c'est soit de s'assimiler et de faire disparaître sa différence, soit se séparer. La fraternité n'est pas un vain mot, c'est la base, et à la base que nous le montrerons tous ensemble.